bonjour. Donc nous reprenons nos travaux dans ce colloque co-organisé par l'Ordre national des infirmiers et le CERDS. Merci en tout cas aux intervenants d'être présents. Petit rappel méthodologique. Donc à chaque fois, je vais appeler l'intervenant, lui poser la question initiale, il pourra s'exprimer et répondre. Et ensuite, je sélectionnerai des questions que je poserai au fur et à mesure venant du chat. Alors, notre premier intervenant est le professeur Bruno Pi de l'Université de Lorraine, qui est extrêmement connu pour de nombreux ouvrages que malheureusement, et je le regrette, moi j'avais des ouvrages plus ennuyeux à la fac de droit que j'aurais adoré découvrir, comme La mort et le droit, Le secret professionnel, Le sexe et le droit, Le sexe et la norme, et La pudeur et le soin. Et je remarque que moi je n'avais que des ouvrages en droit des sociétés et ma scolarité a été bien ennuyeuse. Donc, professeur, merci infiniment de venir cadrer le sujet sur cette table ronde de 3 qui est liberté fondamentale, la valeur de l'information et du consentement. Professeur, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, merci de votre invitation. Dites-moi juste quel format de temps vous me donnez, parce que défaut de d'utiliser tout le temps qu'on lui donne. Je ne suis que l'humble speaker, Monsieur Chamboredon, le Président, vous regarde en coulisses. Vous avez 15-20 minutes sur le sujet, et ensuite, moi, je prendrai des questions du chat au fur et à mesure. Bien sûr. Alors, le sujet est très vaste et c'est pour ça que je vous demandais au préalable de me donner un petit peu un format, dans la mesure où la question du consentement, du consentement libre et éclairé est une question d'abord qu'il faut situer dans le temps, historiquement. On a parfois l'impression, en entendant certains débats, que la question du consentement en droit est une question qui serait très contemporaine. Mettons tout de suite tout le monde au clair. Depuis quand la loi française connaît-elle le mot et le concept de consentement? Au moins depuis 1804, puisque le mot consentement est un terme qu'on trouve dans le Code civil de 1804, évidemment pas relié et corrélé au droit de la santé à l'époque, mais ce qui importe d'abord, c'est de voir que c'est un concept juridique, le consentement, qui est la manifestation de l'autonomie de la volonté de la personne. C'est une des conditions de validité de ses engagements, en particulier dans le contrat, dans le testament, etc., dans le mariage, puisque le mariage consiste pour l'officier d'état civil à recueillir et à attester de l'échange des consentements. Donc la question est importante parce que le mot va donc prendre son envol et tout son sens se déployer dans la jurisprudence pour définir ce qu'est un individu consentant, ce que c'est l'expression d'un consentement, l'existence d'un consentement et puis la qualité d'un consentement. Et évidemment, ce qui nous occupe aujourd'hui, ce qui nous occupe tout au long de la journée, c'est la question du soin et de la prise en charge. Le consentement va progressivement émerger, là encore, comme une des conditions de licéité de l'acte de soin. En précisant une chose, c'est que là encore, et ce n'est pas seulement par goût que les juristes aiment l'histoire, mais je crois qu'il faut et c'est un peu, je crois, ce qu'on attend de moi en ce début de table ronde, c'est situer un peu le sens de l'histoire sur cette question du consentement. Ça vient, le mot, je l'ai dit, du Code civil, très bien, mais en matière de soins, il y a un texte très important que je voudrais citer pour jalonner mon propos, qui, comme tout juriste académique, sera globalement divisé en deux temps. D'abord, le déploiement, l'envol et la validation de l'exigence d'un consentement dans le soin, c'est évidemment ce qui va être la première partie. Et puis je m'inquiéterai un peu plus en deuxième partie de certaines réflexions qui nous montrent, et même certains textes qui nous montrent peut-être un reflux, un retour en arrière de cette autonomie de la volonté dans le domaine du soin, et j'essaierai d'illustrer mon propos. Donc d'abord, saison 1, le consentement, son émergence, sa maturité, son déploiement dans le droit français. On prend comme point de départ, évidemment, 1947. 1947, on est au sortir de la guerre. C'est le premier code de déontologie des médecins. À l'époque, évidemment, en 1947, la place laissée à l'autonomie de la volonté dans le soin est quasiment nulle, quasiment.
puisque, je vous cite l'article 30 de ce premier code de déontologie des médecins en 1947, qui disait le médecin doit s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision. En 1947, le médecin doit s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision. On est dans une logique qui est une logique simple, c'est que à l'époque, le médecin est, alors certains diront tout puissant, omnipotent. En tout cas, pour rester plus modéré, il est décideur. C'est lui qui prend une décision, sa décision, et il l'impose. Il en impose l'exécution à qui? À l'entourage professionnel. On pourrait parler de la place des auxiliaires médicaux et puis surtout aux patients. Il y a une forme d'asymétrie qui est propre au cadre juridique de l'époque. Asymétrie, un décideur, le médecin, un adulte, si on veut, et un petit exécutant. On invente à l'époque le terme de patient qui est compliant ou observant, c'est-à-dire obéissant. C'est la logique médicale, mais attention à ne pas commettre deux anachronismes. D'une part, c'est pas propre au monde médical. L'asymétrie à l'époque dans la décision, on retrouve ça où? Dans le couple. On a un chef de famille et une épouse qui doit obéissance à son mari. On retrouve ça où? À l'école, où on a un professeur ou un instituteur qui est décideur et les familles n'ont rien à dire, ni sur l'orientation, ni sur le contenu, et ainsi de suite. Et l'asymétrie est le cadre, le stéréotype, le paradigme, disent les intellos, des rapports sociaux à l'époque. Les choses, évidemment, évoluent. Et dans un temps court de 15 minutes, l'intérêt, c'est d'arriver au monde contemporain. Dès 1955, on commence à adoucir un petit peu les choses. Le médecin doit s'efforcer d'obtenir l'exécution du traitement. 79, mai 68 est passé. C'est très important, non pas politiquement, ni même juridiquement, mais sur le plan des mœurs. Eh bien, la société et la jeunesse qui s'est exprimée en 68 a voulu modifier et abandonner cette asymétrie d'un décideur pour un observant. En créant quoi? En créant des mécanismes égalitaristes dans la relation, dans le couple. On abandonne la puissance paternelle, le chef de famille, à l'école, à l'université et dans le soin. 79, un texte intéressant parce qu'il est mal construit et qui montre le malaise de la société à la fin du XXe siècle. La volonté du malade doit toujours être respectée, virgule, dans toute la mesure du possible. Intéressant ça. Toujours, dans toute la mesure du possible, on sent qu'on progresse, mais on ne sait pas où. Et puis, bien évidemment, on arrive à 2002, la loi du 4 mars 2002, L1111-4, toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des préconisations et informations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Et l'alinéa 4, aucun acte médical sans le consentement. C'est globalement le paroxysme, l'avènement, l'apogée, le consentement. Ça y est, on a atteint en 2002 la codécision. C'est deux individus libres, enfin une conscience qui rencontre une confiance et à égalité de droit. Et pas comme on nous le disait dans le colloque singulier 50 ans avant, dans l'asymétrie. Fin de la première partie, on s'arrête là? Non. Non, il y a une deuxième partie, évidemment. Et le juriste, avec son petit côté un peu schizophrène, essaie de voir les deux côtés de la médaille. Est-ce que l'avènement en 2002, la reconnaissance dans la loi de cette nécessité de respecter le consentement libre et éclairé et sans remise en cause, sans fragilité, voire sans reflux? Pas tout ça. Cette croissance, ce flux connaît désormais une décroissance, un reflux que je voudrais évoquer d'abord en prenant un champ large, en début de cette deuxième partie, qui est au-delà du soin. Et vous avez la gentillesse d'expliquer que, en introduction, je travaillais sur d'autres notions que la prise en charge sanitaire. Et c'est vrai, l'acte de soins pur et dur. Il y a deux notions, deux domaines plutôt, dans lesquels le consentement a connu également une reconnaissance légale.
et connaît aujourd'hui des réductions de voilure, des réductions de manifestations, c'est dans le domaine des activités sexuelles et dans le domaine professionnel. Et mon but est bien évidemment de nous ramener à la fin de ma deuxième partie sur, oui, et l'acte de soin, qu'en est-il? Évidemment, je reviendrai au plus contemporain des thèmes, qui est la gestion de la crise sanitaire. Alors, 3 points sur lesquels on peut commencer à s'inquiéter ou à repérer ensemble des indices qui montrent que ce consentement, condition sine qua non, finalement, il connaît des petites exceptions. On commence à le rogner tout doucement. Dans le domaine de la sexualité, eh bien, de la même manière, on a eu à peu près les 3 temps que j'ai évoqués pour le soin. On est avant la Deuxième Guerre mondiale ou juste après, dans la famille hétérosexuelle, mariée, légitime, que décrite par Jean Carbonnier, très bien. Arrive mai 68. Mai 68, libération sexuelle au niveau français, européen, mondial, et à chacun sa sexualité, à chacun son droit. Seule condition, et c'est bien l'objet du thème d'aujourd'hui, le respect du consentement de la personne à ce sujet. Très bien, c'est ce qui va se mettre en place à partir dans les textes et dans les mœurs à partir des années 70, 72, dépénalisation de l'adultère, consentement mutuel dans le divorce, très bien. Concubinage, puis Pax, puis mariage pour tous, super. Une seule condition, le pilier, le fondement, le consentement. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années maintenant? Un reflux en la matière. Et je prendrai 2 exemples. C'est une tentative avortée de faire modifier un texte concernant la prise en charge sanitaire, et puis une tentative malheureusement aboutie de modifier les textes. La tentative avortée, c'est en 2019, la pétition qui a été mise en ligne et adressée à l'ordre des médecins pour faire introduire dans le code de déontologie des médecins une interdiction de toute relation sexuelle entre un médecin et un patient. Suite à quelques affaires malheureuses et dramatiques et pénalement répréhensibles de viol dans l'univers médical, et malheureusement il y en a, parce que les médecins sont des êtres humains avec leur fragilité, leur défaillance et leur dangerosité, au même titre que les chauffeurs de bus ou les prêtres. Évidemment, il y a des délinquants, et lorsqu'il y en a et qu'on les connaît, qu'on peut le prouver, ils sont poursuivis. Mais certains voulaient introduire une interdiction absolue que connaissent certaines législations étrangères. Et mon collègue et ami François Viala, sur ce plateau, grâce auquel j'ai découvert le droit de la santé au Canada, m'a permis de découvrir le code des professions que nous n'avons pas en France, qui serait une sorte de code de déontologie transversale, et que les Québécois, et il s'en souvient quand on a parlé de ces questions à Sherbrooke il y a une dizaine d'années, nous ont décrit, nous ont explicité, et qui interdit ce code des professions toute relation entre relation intime entre un professionnel et dans quelque métier que ce soit, et son client. Que ce soit un avocat, un architecte, un médecin ou un chauffeur de taxi, au Canada, c'est proscrit. Oui, mais le Canada n'est pas l'Europe continentale sur ces questions de mœurs, de sexualité. Et la tentative en 2019, qui était fondée sur des préceptes moraux, qui s'appuyaient peut-être sur des logiques psychanalytiques, mais juridiquement qui étaient très dangereuses, puisque l'argument de base était de dire oui, mais une patiente, quand elle va chez le médecin, elle n'est pas quelque part dans un état de parfaite lucidité, de parfaite liberté, et donc certains médecins pourraient en profiter. Il faut proscrire toute relation de nature sexuelle. Mais il y aurait eu une grave erreur. Et heureusement, le CNOM, Conseil national de l'ordre des médecins, a répondu très clairement là-dessus en disant mais attendez, le droit commun permet de punir les médecins violeurs ou harceleurs ou agresseurs sexuels ou exhibitionnistes. Il suffit, ce droit commun, et il n'y a pas lieu, et les textes n'ont pas bougé sur ce point, d'incriminer spécifiquement ce qui serait l'incrimination de la séduction. Quid de la séduction? C'est ducere. Je fais un peu de latin, parce que forcément, avec François Viala sur le plateau, on est obligé par contrat de parler un peu latin. C'est ducere, ça veut dire conduire à soi, faire venir à soi. Est-ce que la séduction est prohibée?
dans la relation de soins, dans la relation entre un professeur et un élève, dans la relation entre un commerçant et son client? Évidemment non. Évidemment non. C'est toute la différence entre l'influence, qui n'est pas répréhensible, et le viol, l'acte imposé, forcé, qui est évidemment infractionnel. Deuxième exemple, mais là, la loi, malheureusement, est entrée en vigueur. C'est la loi du 21 avril 2021, cette loi dite en Moretti, du nom de notre garde des Sceaux, sur la nouvelle définition du viol et de l'exhibition. Eh bien, quelque part, qui décide que doit être qualifié viol, y compris une relation consentie. C'est la première fois dans l'histoire de France, dès lors qu'il y a un décalage de 5 ans entre un mineur et un majeur, plus de 5 ans, c'est un viol. Quand bien même le mineur est sollicitant, très lucide, très mature, provoquant, etc. Et certains ont même été jusqu'à se demander, mais et si c'est le mineur qui force le majeur qui a plus de 5 ans que lui, est-ce que ce sera un viol pour lui, le mineur? Enfin, on voit que la loi veut plaquer désormais une nouvelle logique par rapport au consentement, en l'excluant, y compris dans des cas de relations tout à fait volontaires, etc. Secret professionnel, et puis ensuite je terminerai sur la question de la crise sanitaire. Sur le secret professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est sûr, non pas le secret, mais sur les dérogations au secret, qu'il y a des choses à dire. Sans rentrer dans la technique, il y a un article 226-13 du Code pénal qui interdit la violation du secret, très bien, qui date du nouveau Code pénal et qui n'a pas bougé d'un iota. 1992, on a fêté cette année les 30 ans du Code pénal, pas un iota, pas une virgule, n'a bougé pour l'incrimination du secret. En revanche, il y a l'article suivant, 226-14, qui prévoit les dérogations au secret. Dérogation au secret, eh bien, on en est à la 16e modification depuis 92. Et cette année, on a connu deux. Il y a des années comme ça où le législateur bégaye et tremblote. Deux, une qui est folklorique, qui concerne les maltraitants sur animaux. Bon. Mais la nouvelle, qui date du 30 juillet 2020, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'elle n'a pas encore 2 ans, c'est issu du Grenelle des violences conjugales, et c'est cette nouvelle dérogation qui va permettre à un professionnel de santé, médecin ou professionnel de santé, d'où le rôle crucial des infirmiers d'ailleurs, dans ce signalement, ce nouveau cas de signalement, c'est désormais, je fais très court et très simple, il y aura probablement des questions dans le chat, la possibilité pour tout professionnel de santé, on est sur plus d'1 million d'acteurs, hein, tout professionnel de santé peut désormais signaler au procureur, même sans le consentement de la personne, des violences commises dans le couple. C'est juste ça. Pour toutes les autres formes d'infraction, sur un adulte, pour l'adulte, on ne peut signaler qu'avec son consentement, contrairement aux mineurs. Les mineurs, on peut signaler sans consentement. Pour l'adulte, il faut le consentement, sauf si c'est les violences conjugales, violences au sein du couple. Et là, c'est open bar sur le signalement pour les professionnels de santé. Et pour les juristes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je rappelle qu'il y avait 2 instances qui étaient opposées à cette réforme. Un, il y avait l'ordre des sages-femmes qui avait été sollicité et qui a dit surtout pas. Il faut surtout pas permettre un signalement sans le consentement des femmes battues. Et d'autre part, France Victimes, l'association qui réunit toutes les structures qui accueillent les victimes et qui, de la même manière, a dit il faut pas. Parce que si, quand une femme pousse la porte d'une pharmacie, d'un cabinet d'infirmier, ou va à l'hôpital pour faire examiner, si on peut appeler la cavalerie, si la police peut débarquer sans qu'elle soit consentante, alors, eh bien, il y a des femmes qui n'iront plus se faire soigner, qui n'appelleront plus SOS médecins. Et pire encore, et sans faire du catastrophisme, je pense qu'il y aura des morts de cette réforme, les hommes violents, les hommes qui battent les femmes, eh bien, évidemment, eh bien, ils vont empêcher les femmes d'aller à la pharmacie, d'aller faire une radio, d'appeler SOS médecin, d'en parler à l'infirmier, etc. Ils vont même prendre leurs outils de communication parce que désormais, le soin peut être le cheval de Troie de la police en mélangeant les missions à cause de cette réforme du 30 juillet 2020 et qui, c'est notre sujet, eh bien, nie la notion de consentement. Alors même que depuis des années, on renforçait les droits des victimes, l'autonomie de la victime, sa liberté, bah désormais on décide pour elle. Et quelque part, c'est un retour au paternalisme, à l'infantilisation. Les femmes, en 2020, sont légalement traitées comme des enfants. On retrouve le modèle 1947 qu'on a connu tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, comme dirait les jésuites in cauda velellum, c'est bien évidemment dans ma conclusion qu'il y aura le lendemain. Et la crise sanitaire en tout ça, loi du 23 mars 2020,
pulvérisation en termes de santé publique de la notion de consentement de la personne malade. On avait depuis des siècles la notion de maladie à déclaration obligatoire, mais c'était une déclaration anonyme. C'est-à-dire que l'identité du malade n'était jamais sacrifiée sur l'autel de la santé publique. On a survécu aux derniers épisodes de peste noire en région parisienne en 1920 et à des épisodes dramatiques et à l'épidémie de sida. Le secret avait survécu et le consentement de la personne avait survécu. Oui, mais 2020, panique générale, un virus venu de la consommation d'un méchant pangolin, et toutes les digues lâchent, et toutes les instances de santé publique, soi-disant au nom de l'efficacité, sacrifient le consentement des personnes, et désormais, système SIDEF, toute personne testée positive voit automatiquement, et sans que son consentement soit mobilisé, l'assurance maladie et des brigades de tracing, etc., tracking, être sollicitées. Oui, alors quoi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que on ne peut pas faire de médecine sans confiance. On peut prendre des mesures collectives de protection, de santé publique, mais les mesures individuelles reposent sur l'autonomie de la personne, sauf pour les mineurs, les personnes vulnérables. Mais traiter tous les malades comme des mineurs, c'est à mon avis un retour en arrière dont il faudra qu'on tire les leçons. Mais je suis quelqu'un de naturellement optimiste et je suis convaincu que une fois que la crise sera terminée, eh bien l'important, et je terminerai par une citation que j'aime beaucoup d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, qui dit que l'important c'est pas ce qui arrive à un homme, c'est ce qu'un homme fait avec ce qui lui arrive. L'important c'est pas ce que la crise a entraîné comme catastrophe, y compris juridique. C'est que va-t-on en faire demain, après-demain. Et là, je sais qu'on pourra compter sur l'Ordre national des infirmiers et sur les juristes du CERDS pour prévoir, organiser les jours heureux, comme a dit je ne sais plus qui il y a quelque temps. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur. Ne partez pas, j'aurai des questions pour vous du chat, donc ne partez pas. Je reviens vers vous dans quelques minutes. Alors, Monsieur Frédéric Vézinet, vous êtes infirmier et conseiller national à l'Ordre national des infirmiers. Vous êtes spécialisé sur les questions en psychiatrie. Et aujourd'hui, on aimerait votre retour, votre vision de la prise en compte de la parole du patient en psychiatrie, votre retour de terrain sur comment ça se passe de façon réelle par rapport à ces questions-là et aux droits des patients. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Parfaitement. Oui, alors merci pour votre invitation. Merci Monsieur Com, merci Patrick Chamboredon, président du Conseil national, de m'inviter. Je suis Frédéric Vézinet, infirmier cadre de santé à l'établissement public de santé mentale de la Somme, où j'exerce depuis plusieurs années, et je suis aussi membre du bureau du Conseil national. Donc en ce qui concerne l'information, le consentement et la psychiatrie, l'endroit où j'exerce depuis de nombreuses années, la psychiatrie, la restriction de liberté, c'est une situation assez courante qui pose un dilemme éthique aux soignants tout au long de l'exercice de leurs fonctions. Et l'ensemble des équipes soignantes, qu'elles soient infirmières, aides-soignantes, pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte, se posent souvent la question et le questionnement de comment concilier la protection d'une personne fragilisée par la maladie psychique et le respect de ses droits et libertés. Donc, dans l'inconscience un peu collective souvent l'hospitalisation psychiatrique est sous contrainte ou même en hospitalisation libre d'ailleurs, est vécue comme un temps de privation de la part des patients, parce qu'il peut y avoir par moments des moments d'enfermement, d'isolement, et le sentiment d'être, même si le sentiment d'être protégé et le besoin de cette protection est nécessaire. Donc les conditions d'hospitalisation pour l'ensemble des patients restent souvent des moments éprouvants, marqués par malgré tout les contraintes, les restrictions, les privations et par moments le manque d'information. Donc l'exigence de la loi de 2002 et puis l'éthique et la réalité des pratiques sont en conflit permanent et questionnent toujours le respect de la dignité. Donc, il y a toujours un questionnement de la part des soignants, que ce soit au moment des transmissions, que ce soit au moment dans l'organisation des unités de soins, les règles de vie des unités. Le questionnement est toujours présent chez les professionnels de santé. Pour un certain nombre de règles
assez basiques, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire le téléphone, les restrictions, la possibilité de fumer, par exemple. Ça peut être à un moment donné une difficulté pour les soignants et pour les soignés. La possibilité de porter ses vêtements à sa convenance, des choses assez simples, mais des difficultés pour respecter ces règles de vie, parce qu'il faut être déjà en nombre en termes de soignants, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, il y a aussi j'ai envie de dire, un mélange de pathologies dans certaines unités qui rend la complexité de la prise en charge encore davantage difficile. Et puis, dans certaines unités de soins, il y a un certain nombre d'hospitalisés en soins libres qui partagent les services avec les hospitalisés en soins sans consentement, ce qui nécessite aussi une difficulté d'organisation de la part du personnel soignant. Donc l'institution psychiatrique, elle est historiquement un lieu où la liberté, vous l'avez compris, elle est sans cesse interrogée. Donc la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, cette loi, elle témoigne, monsieur vient de le dire, hein, d'une évolution sociologique du rapport, on va dire, médecin, professionnel de santé, patient, par le passage du modèle paternaliste au modèle fondé sur un partenariat. Le paternalisme médical reconnaissait aux soignants une capacité à agir de façon altruiste pour le bien de leurs patients. Alors que le principe du partenariat suppose que le patient reste autonome, soit responsable de ses soins et décide seul de ses soins surtout. Alors cette loi est une loi qui fait évoluer les droits reconnus aux malades. Le consentement ou le secret professionnel, elle établit aussi l'accès direct au dossier du patient et surtout, elle impose l'information aux malades. Donc, elle reconnaît cette loi sur les droits des patients, c'est une loi assez généraliste hein, qui n'a pas de spécificité pour le domaine de la psychiatrie. Elle reconnaît aux malades une série de droits auparavant dispersés dans les textes du droit fondamental, à la protection de la santé, au droit à la dignité ou de celui de recevoir des soins adaptés en passant par le droit à l'information. Donc les droits des malades sont avant tout les droits de tous les citoyens. Les patients même hospitalisés ont le droit à la vie privée, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs. Hein, ils ont le droit, comme toutes les autres personnes, d'être en sécurité dans la société. Ce qui suppose que le personnel soignant qui exerce soit apte à prévenir ou à éviter un certain nombre de comportements, en particulier, par exemple, les comportements suicidaires dans certaines unités de soins. Donc, le premier droit du patient, c'est d'être soigné. Les droits s'imposent aussi à tous les professionnels de santé, peu importe le mode d'exercice, peu importe l'établissement. Ils doivent garantir l'égal accès à chaque personne aux soins nécessités par son état de santé. La nécessité de la continuité des soins, le droit au respect de la dignité, c'est aussi des choses fondamentales et le droit au libre choix de son praticien. Alors, en psychiatrie, une des spécificités, c'est quand même lorsque la table ronde parle quand même du consentement, du droit à l'information. Donc, la spécificité, c'est l'hospitalisation sans consentement. Même si cela est assez rare, il existe quand même un certain nombre d'hospitalisés en soins sans consentement dans les hôpitaux. Et il faut comprendre que ce type d'hospitalisation constitue une dérogation au droit commun, parce que c'est un des seuls cas où finalement, sans intervention judiciaire, la liberté d'aller et venir d'une personne peut être restreinte, voire supprimée. Donc l'information du patient hospitalisé, même sans consentement, même si ça peut paraître pour les soignants un peu contradictoire, il faut informer le patient qu'il va être hospitalisé sans son consentement. C'est les restrictions de liberté individuelle à celles nécessitées par l'état de santé. Donc la personne hospitalisée, elle doit être informée dès son admission, qu'elle soit en soins libres ou en soins sans consentement, mais elle peut établir aussi un certain nombre de recours. On l'a vu ce matin avec le représentant des usagers. Un certain nombre de patients peuvent, par exemple, saisir la commission des relations avec les usagers ou la commission départementale des hospitalisés psychiatriques, lorsque pendant l'hospitalisation, ils estiment que le soin ou la condition d'hospitalisation n'a pas été respectée, ou de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix, le droit de consulter, par exemple, le règlement intérieur, de recevoir des explications
qui s'y rapportent, droit d'exercer son droit de vote, et puis un certain nombre de droits plus individuels, comme le droit à l'accès aux soins et au choix de son médecin, le droit en particulier à l'information qui doit être assez claire sur son état de santé, ce qui n'est pas simple, vous l'avez compris, en psychiatrie, et en particulier sur les soins sans consentement. Mais malgré tout, l'information doit être accessible, loyale, précise, assez simple. Donc, le droit de partager la décision médicale, le droit au respect de la personne soignée, et puis la prise en charge de la douleur, y compris dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, il faut rappeler, malgré tout, je parle beaucoup de soins sans consentement, mais la règle générale de l'hospitalisation en psychiatrie, c'est l'hospitalisation libre. Il convient de souligner que ces modalités de soins sans consentement demeurent l'exception, mais la règle générale, c'est bien les soins psychiatriques libres. Quelques chiffres de 2018, on compte 82 000 patients hospitalisés sans consentement pour un total à peu près de 425 000 patients hospitalisés. Donc bref, vous comprenez qu'en conclusion, j'ai envie de dire que les professionnels qui exercent au quotidien, aides-soignantes, infirmiers, psychiatres, psychologues, doivent faire preuve d'adaptation dans l'exercice de leurs fonctions et doivent informer, même dans les cas les plus complexes, doivent toujours informer et permettre les libertés fondamentales aux malades. Les infirmiers qui exercent auprès de malades qui souffrent de pathologies psychiatriques font un travail remarquable depuis un certain nombre d'années. Je tiens ici à les saluer parce que on traverse par moments des moments difficiles. La crise sanitaire a été une difficulté supplémentaire pour les hôpitaux qui sont par moments transformés en unités Covid. Donc, ça n'a pas été simple ces derniers temps. Donc, malgré tout, les soins psychiatriques sont faits et requièrent par principe, comme toute autre intervention sur la personne malade, le libre consentement de celle-ci. Et lorsqu'il est nécessaire de recourir aux procédures de soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur de l'établissement ou du représentant de l'État, la personne malade bénéficie de mesures de protection garantissant ses droits et ses libertés. Alors, il y a eu un certain nombre d'évolutions et de lois qui ont étendu, on va dire, les modalités de la prise en charge et venu renforcer le respect des droits des patients en psychiatrie. La loi du 5 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013. Un certain nombre d'éléments sont venus alimenter, on va dire, l'hospitalisation et a permis, malgré le statut de soins sans consentement, à certains patients de pouvoir sortir grâce à ce qu'on a appelé les programmes de soins, faits assez novateurs en psychiatrie, et le contrôle maintenant systématique des juges du juge des libertés et de la détention, qui peut mettre fin à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps sur le droit des patients et sur ma pratique quotidienne d'infirmier cadre de santé dans un établissement public de santé mentale. Merci beaucoup, Monsieur Vézinet. Ne bougez pas, ne nous quittez pas. Il y aura des petites questions après du chat. Je passe à l'autre intervenant, mais je reviendrai vers vous pour vous poser des questions. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Vincent Lothar, vous êtes infirmier, vous êtes aussi juriste en droit de la santé. Vous avez fait plusieurs éditos, notamment pour le magazine Marianne, dont un sur les EHPAD. Alors, c'était évidemment pas prévu au départ, mais au regard de l'actualité, votre intervention était dans tous les cas de parler du consentement et du droit des résidents en EHPAD. Donc, allez-y. Alors, sur la question des EHPAD ou des structures médico-sociales au sens large, il faut déjà bien comprendre que les personnes, les résidents qui sont accueillis dans ces structures sont souvent atteints, des fois pour une majorité dans ces structures, de troubles cognitifs qui font qu'ils ont des difficultés ou même ils ne peuvent pas recevoir l'information et consentir. Et des fois, cette entrée dans ces structures-là est une vraie violence pour eux parce qu'on peut considérer ça comme de la collectivité imposée. C'est des personnes qui vivaient seules à la maison, chez eux, et qui, du fait d'une dégradation de l'état de santé, on leur a, des fois bon gré mal gré, des fois sans leur consentement, des fois avec leur consentement, ils ont dû rentrer dans une structure médico-sociale. Et c'est vrai que, alors il y a l'affaire Orpea bien évidemment, mais ça ne touche pas que les structures Orpea. Il y a depuis plusieurs années
des enquêtes qui sont documentées sur la question de la maltraitance, des fois qu'on dit active ou passive, ou intentionnelle ou non intentionnelle, dans les EHPAD, qu'elles soient publiques ou privées, qui ressortent régulièrement par rapport à plusieurs problématiques. Alors, comme je vous l'ai expliqué, la question de la vulnérabilité des résidents, donc qui, du fait de leur atteinte, ont des difficultés des fois pour pouvoir consentir aux soins ou pour pouvoir recevoir l'information, qui est liée aux soins ou à la pratique hôtelière, par exemple, dans ces structures. Donc, des fois, ils ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes. Donc, on va dire que la protection, des fois, du risque de maltraitance doit être du côté des professionnels de la structure ou des familles. On a aussi beaucoup de ces résidents qui devraient être sur protection juridique, mais qui ne le sont pas. Il y a la question de la tutelle, des fois de la curatelle, de l'habilitation familiale notamment. Il y a bien évidemment la question du manque de moyens humains et matériels dans ces structures, avec de nombreux professionnels qui sont ce qu'on appelle des faisans fonction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diplôme d'aide-soignant, parce qu'on parle de faisant fonction d'aide-soignant, n'ont pas de diplôme et donc pratiquent sans formation, ce qui peut entraîner des problématiques de prise en charge et d'accompagnement, surtout face à des résidents ayant des troubles des fois cognitifs ou psychiatriques importants. Il y a aussi un décalage entre la loi et la pratique. Il y a de nombreux professionnels qui travaillent dans ces structures qui ont une réelle méconnaissance des textes de loi. Je pourrais citer par exemple la dernière loi Claes-Leonetti de 2016, où il y a une réelle méconnaissance de cette loi sur les structures. Et il y a aussi des fois un problème d'application de la loi sur la structure. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens humains et matériels pour pouvoir appliquer. Je pense par exemple à la sédation profonde et continue qui pourrait être appliquée en structure médico-sociale, mais des fois pour un manque de moyens ne l'est pas. Donc ce décalage-là. Il y a aussi la question du financement de ces structures. Parce que c'est complexe avec un financement soins, un financement dépendance, un financement hébergement, et on en parle beaucoup actuellement, avec un financement soins et dépendance qui est souvent lié à de l'argent public, notamment, et un tarif hébergement qui est, lui, souvent financé par le résident, et il y a, c'est vrai, une explosion des tarifs des EHPAD, donc avec une problématique d'accès aux soins. Il y a aussi, il faut en parler, les déserts médicaux, bien évidemment. Aujourd'hui, de nombreuses structures n'ont pas de médecin coordonnateur ou des résidents n'ont même pas de médecin généraliste. Donc, j'ai des exemples très concrets, mais vous pouvez avoir des résidents qui vont attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour avoir un antalgique de prescrit, sans que les professionnels sur place puissent administrer un simple antalgique, par exemple un Doliprane, un paracétamol 1 gramme, parce qu'ils n'ont pas de prescription par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de médecin généraliste disponible et parce qu'il n'y a pas de médecin coordonnateur sur la structure. On a des fois entre 10 à 30% des structures qui n'ont pas de médecin coordonnateur et les autres ont des médecins coordonnateurs des fois à tiers-temps ou à quart-temps. Donc il y a une réelle problématique d'accompagnement médical et paramédical parce que comme vous le savez, il y a très peu d'infirmiers la nuit dans ces structures. Et j'ai tendance à dire que la nuit, le médecin généraliste de ces structures, c'est le SAMU. D'accord, parce que le seul médecin qu'on peut appeler, c'est soit SOS médecin quand on est dans une grande agglomération, soit le SAMU, même quand on n'est pas face à une urgence, parce que l'aide-soignant ou des fois l'auxiliaire de vie ou la faisant fonction d'aide-soignant la nuit est désœuvré face à une problématique, quelle qu'elle soit, d'urgence ou pas d'urgence. Donc son seul moyen des fois d'avoir un médecin, c'est le SAMU. Il y a aussi la question de la vision aussi qu'on a de la société, de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées notamment. Et on est aussi face à la question entre la sécurité et la liberté. Les EHPAD, on les appelle des lieux de vie. Un lieu de vie, d'accord. On n'est pas dans une prison, on n'est pas dans une psychiatrie fermée, etc. On peut considérer qu'on peut librement aller et venir. Mais on est confronté à des résidents qui peuvent des fois avoir des troubles cognitifs importants et qui, s'ils fuguent, peuvent se mettre, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, mais peuvent se mettre en danger. Sauf qu'on a après l'autre dérive, qui fait que on va bloquer la liberté d'aller et de venir à de très nombreux résidents qui n'ont aucune problématique cognitive importante ou aucune problématique psychiatrique, du fait même qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose à l'extérieur de la structure. Et cette dérive qui existe dans de nombreuses structures médico-sociales, des fois parce qu'on a un manque de moyens pour accompagner les résidents, donc on bloque leur sortie, notamment, ou on a peur entre guillemets, du juridique, donc on bloque leur sortie, fait qu'il y a des dérives graves. Et si on prend l'exemple aujourd'hui, on a encore des situations où des visites sont interdites dans certains EHPAD, ou des sorties sont interdites dans certains EHPAD,
qui sont strictement illégales, hein, si on prend le droit, pour des motifs, des fois, qui ne sont même pas liés au Covid. Donc, problématique d'accès aux soins, même quand on est dans l'EHPAD, bien évidemment, problématique de financement, du nombre de professionnels, moyens humains et matériels, notamment. Et c'est vrai que sur j'ai des petits exemples, et j'en ai un qui m'est revenu, dont je présente souvent, pour vous montrer des fois les problématiques importantes de ces structures. J'avais un directeur qui, un jour, sur une intervention, m'avait demandé si il pouvait mettre des caméras la nuit en unité protégée. Alors pour expliquer ce que c'est qu'une unité protégée, c'est une unité qui va accueillir des personnes ayant des troubles cognitifs importants, par exemple la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, si on prend 2 exemples concrets. Donc une unité où on doit avoir une surveillance, un accompagnement 24 heures sur 24. Et il m'a dit, est-ce que c'est légal de mettre une caméra la nuit? Et je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez mettre une caméra? Il m'a dit, parce que j'ai que 2 professionnels la nuit dans l'EHPAD, que j'ai à côté 80 autres résidents sur l'EHPAD d'à côté, en plus de l'unité protégée où il y avait 12 résidents. Et voilà, j'ai des problématiques budgétaires, donc je voudrais mettre une caméra, etc. Alors moi, je lui ai demandé, mais qui regarde la caméra et renvoie où? Il me dit, dans l'infirmerie. Je lui dis, mais les aides-soignants, ils sont souvent à l'infirmerie la nuit? Ah non, ils sont très peu souvent. Donc on est sur une situation où la caméra ne sert à rien parce que personne ne regarde. Et une mise en danger importante des résidents qui peuvent déambuler dans les couloirs la nuit, voire peuvent chuter, et pendant des heures, ils n'auront pas la possibilité d'avoir un professionnel qui puisse venir les aider. Et donc on a ces dérives graves qui sont, il faut le dire clairement, connues depuis des années, connues et documentées. Ça ne touche pas que Orpea, ça touche de très nombreuses structures publiques et privées. Hein, on les connaît, on a même décrit différentes formes de maltraitance qui ont été décrites et documentées, que ce soit à domicile ou que ce soit en structure. Et si vous me laissez aller sur la question des propositions, parce que je pense qu'il est aussi important de pouvoir émettre des propositions, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation donc, qui est une situation un peu de crise liée à Orpea, mais il faut aussi réfléchir et aller plus loin sur la question des propositions selon moi. Il y a la question réellement des structures à taille humaine. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui qu'on réfléchisse au développement de construction de structures à taille humaine de pas plus de 40 résidents. Aujourd'hui, on a une fuite en avant où on recommence à construire des structures, des fois avec 100, 120 résidents, hein, notamment avec des accompagnements très problématiques sur plusieurs étages. Donc des structures à taille humaine, développer le domicile. Hein, il faut vraiment que le maintien à domicile, il faut que l'EHPAD soit l'ultime, on va dire, entre guillemets, sur le parcours d'une personne vulnérable, ça soit la limite de la limite, car on ne peut plus l'accompagner à domicile. Ce maintien à domicile avec la mise en œuvre de moyens importants à domicile. Il y a le ratio, et ça vous en avez parlé à l'ordre infirmier, le ratio professionnel-résident. Aujourd'hui, on a un ratio professionnel-résident dans les EHPAD qui est de 0,6. 0,6 professionnels pour un résident, en sachant que, quand je dis professionnel, nous comptons aussi les équipes administratives, les équipes de cuisine, ce n'est pas que les professionnels de santé. Voilà. Donc il y a la question de un professionnel pour un résident, avec des équipes de nuit et de jour, parce que on dit que l'EHPAD est un lieu de vie, mais au final, il s'est énormément, entre guillemets, médicalisé. Et on accompagne, ils prennent en charge des résidents qui ont des polypathologies de plus en plus importantes, avec finalement un accompagnement qui est des fois plus médical que lié à un lieu de vie, et ces structures s'en rendent compte de plus en plus. Revoir clairement le financement des EHPAD, parce que là, c'est un problème qui a été mis en avant par rapport à la crise de Orpea. Comment sont utilisés l'argent public sur le soin et la dépendance, clairement. Hein, d'accord, quand on parle par exemple de nombre de changes pour un résident par jour, notamment de nombre de professionnels pour un résident, et l'hôtelier, la question de l'hébergement de l'hôtelier, car comme vous le savez, il y a des fois des prix exorbitants, et je dis souvent que le prix n'est pas corrélé à la qualité. C'est ce que j'explique souvent à des familles, c'est que vous pouvez avoir des EHPAD où le coût de la structure est sur les 1600, 1800, 1900 euros, mais avec des équipes conséquentes, qui sont présentes avec un accompagnement conséquent, avec un médecin coordonnateur, et des structures, des fois à 8000, 9000 euros le mois, mais avec que des faisans fonction, avec des équipes en sous-effectif, et avec l'absence d'un cadre ou d'un directeur notamment. Donc la question, c'est que le prix n'est pas corrélé avec la qualité de l'accompagnement, donc revoir ce financement. Et aussi, et ça je reviens à la question de l'infirmier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que nous laissons, et ça c'est aussi la question de la pratique avancée, les infirmiers de pratique avancée, que nous laissons des résidents
dans des situations complexes au point de vue médical pendant plusieurs jours, tout simplement parce qu'on n'a pas accès à un médecin, rien que par exemple pour un paracétamol ou un spasfon. Donc il y a la réelle question de la possibilité pour les infirmiers de puisse administrer certains médicaments qui sont notamment en accès libre en pharmacie auprès des résidents. Et je voudrais finir par une phrase qu'a écrit une juriste que je connais très bien. Je pense qu'on dit souvent qu'on parle du plan Marshall. On a beaucoup entendu le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid, notamment lié aux entreprises. Je pense aujourd'hui qu'il faut réellement réfléchir à un quoi qu'il en coûte dans le secteur médico-social. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va y mettre les moyens, qu'on va aussi réfléchir où on met les moyens, mais une réelle politique de quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes avant de passer au professeur François Viala. Une question qui nous vient de Bourgogne-Franche-Comté. Deux petites questions rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, de par l'organisation qui se passe, parce que les professionnels en EHPAD sont de bonne volonté, ne sommes-nous pas en une sorte de maltraitance institutionnelle un peu implicite ? C'est-à-dire que la construction, le modèle de construction aujourd'hui de ces structures n'amène-t-elle pas cette maltraitance ? Vous avez abordé certaines réformes, mais que pensez-vous de cette affirmation ? Déjà, dès le début, il y a la question du consentement et de l'information dès le début sur l'accompagnement des résidents. Oui, la maltraitance institutionnelle, elle est présente sur l'accompagnement au quotidien. Rien que la collectivité imposée et le fait de ne pas pouvoir s'adapter au réveil du résident le matin, au repas à midi, au repas le soir, à ne pas pouvoir prendre une collation dans une structure parce qu'il n'y a pas la possibilité, etc. Cette collectivité imposée, qui fait que dans des structures, on ne va pas accepter qu'un résident puisse faire la grasse matinée, on ne va pas accepter qu'un résident aimerait bien se doucher l'après-midi, on est sur la question de la maltraitance institutionnelle, bien évidemment, parce qu'on dit souvent accompagnement personnalisé. Mais il ne faut pas se mentir, un accompagnement personnalisé sur une structure à 120 résidents, c'est malheureusement impossible, ou en tout cas, il faut y mettre les moyens pour pouvoir le faire. Et si vous avez 2 professionnels la nuit pour 80-90 résidents, 100 résidents, il est strictement impossible de faire un accompagnement personnalisé. Pourtant, on parle bien de projet personnalisé. Donc il y a cette question-là. Donc oui, et il y a des structures, il y a des groupes qui ne s'en cachent pas, il y a des groupes qui disent réellement qu'il y a de la maltraitance institutionnelle, et ils le disent eux-mêmes. Après, c'est bien de le dire et de l'avouer, mais c'est présent, ce qui entraîne ce qu'on appelle les maltraitances non intentionnelles ou les maltraitances passives, c'est-à-dire des professionnels qui ne vont pas pouvoir accompagner un résident parce qu'il y a 6 sonnettes qui sonnent en même temps et qui sont tout seuls. Donc il faut commencer par une sonnette. Donc il y a un résident qui, malheureusement, peut rester dans ses selles ou ses urines pendant plusieurs heures, notamment alors qu'il a sonné, qu'il demande qu'un professionnel intervienne. Ce professionnel ne fait pas de la maltraitance intentionnelle, il ne le fait pas exprès. Notamment, mais ce qu'on appelle les maltraitances passives ou non intentionnelles, qui sont liées au fonctionnement institutionnel de la structure, ou plus largement au niveau régional, etc. Notamment en sachant que les financements des structures sont complexes. Il y a le département, il y a la sécurité sociale, etc. Il y a plusieurs types de financement, en plus de la question du financement du résident. Et une dernière petite question sur le consentement. Ça revient beaucoup sur le chat, sur les personnes qui travaillent en EHPAD, disent qu'il y a une vraie difficulté de savoir en fait si on prend en compte le consentement du résident ou celui de sa famille, notamment pour les traitements. Alors là, c'est très intéressant. Je vais dire quelque chose qui est peut-être politiquement incorrect, mais la problématique de maltraitance dans les structures, des fois, elle vient des familles. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est vrai que des familles vont imposer des choses des fois à leur père ou à leur mère, et vont demander à la structure d'imposer des choses à leur père et à leur mère, alors que le résident lui-même refuse ce type d'accompagnement, ou refuse d'être habillé comme ça, ou refuse d'être maquillé pour une dame, etc. Et on a ces côtés maltraitance qui perduraient dans la famille, qui continuent dans la structure, alors que normalement la structure devrait sécuriser cela. Après oui, il y a la question de est-ce que le patient et est-ce que le résident patient est apte à consentir. Déjà, la question, est-ce qu'il est apte à comprendre ce qu'on lui explique, parce que c'est l'essentiel, et après, est-ce qu'il est apte à consentir. Et malheureusement, on voit que même quand il est apte à consentir, malheureusement, la structure a souvent, et la famille ont souvent plus de pouvoir que le résident. Et malheureusement, on dit souvent que le résident doit être au centre de la prise en charge. Ce n'est pas une réalité actuellement dans les EHPAD, mais des choses qui sont toutes bêtes. Par exemple, moi, j'ai vu des situations avec une dame qui ne se maquillait jamais, mais comme sa fille avait demandé qu'elle soit maquillée, elle était maquillée, et elle se frottait le maquillage, elle essayait de se l'enlever, etc., alors qu'elle refusait d'être maquillée. Mais on avait dit oui, mais il faut écouter la fille. Et souvent, ce qu'on fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on prend la souffrance de la famille, parce qu'il y a une souffrance chez les aidants, et on la met sur le résident.
C'est-à-dire, au lieu de dire à la fille, écoutez, votre maman ne veut pas être maquillée, elle s'enlève le eyeliner, vous voyez, je suis un peu spécialisé en maquillage, elle s'enlève le eyeliner, on voit ça, on voit ça. Elle s'enlève le eyeliner, etc. Voilà, donc, notamment, eh bien, on va fermer les yeux et on va quand même la maquiller. Donc, on prend la souffrance de l'aidant et de la famille, on le met sur le résident, et c'est réglé parce que le résident, lui, ne pourra pas se défendre par lui-même. Et donc, il y a une réelle question sur la question du consentement. On en a parlé aussi sur la sexualité et la question aussi du refus de soins. Ça, on pourra en parler aussi, d'un résident qui va s'arracher plusieurs fois des perfusions sous-cutanées et qu'on va décider de contenir alors qu'on ne réfléchit pas au pourquoi il s'arrache les perfusions sous-cutanées et est-ce qu'il y aurait une prise en charge différente qu'on pourrait mettre en place. Merci beaucoup. Petite question peut-être à M. Vézinet avant de passer à Professeur Villa. Ce qui a été dit au niveau de la difficulté entre prendre le ressenti de la famille et le ressenti du patient, est-ce que ce sont des choses que vous avez rencontrées en psychiatrie aussi? C'est-à-dire essayer de distinguer le consentement du patient de ce que veut la famille? Oui, alors, la difficulté en psychiatrie, c'est que par moment, la famille contribue à l'hospitalisation par le biais d'une hospitalisation sous contrainte, puisque vous savez que par moment, il peut y avoir des hospitalisations à la demande d'un tiers, et donc le tiers est familial. Et là, dans les premiers temps, c'est toujours très, très compliqué de pouvoir hospitaliser un membre de sa famille ou d'être... alors c'est vécu comme une persécution dans les premiers temps par le malade, qui après, d'ailleurs, souvent et la plupart du temps, revient vers sa décision une fois qu'il a été hospitalisé plusieurs jours, parce qu'il considère qu'il avait le besoin d'être hospitalisé. Mais dans les premiers temps, c'est toujours très compliqué. Très compliqué que la famille soit le tiers hospitalisant, on va dire. Mais, et puis, même lorsque certains patients ne sont pas hospitalisés sous contrainte, hein, il peut y avoir des moments où les visites ne sont pas, en fonction de l'observation, de l'évolution du patient, par moment, il vaut mieux éviter un certain nombre de visites par moment, au tout début de l'hospitalisation, par exemple. Ça, encore une fois, il faut informer le patient, mais informer les familles et l'explication de l'intérêt thérapeutique pour le bien du patient. Par moment, il vaut mieux espacer un peu plus les visites de famille. Merci beaucoup. Merci infiniment. Professeur, alors déjà je vous remercie parce que comme ça a été annoncé tout à l'heure, Madame Bertholet-Geoffroy n'a pas pu se rendre disponible à cause de problèmes personnels. Suite aux nombreuses demandes sur le chat, nous souhaitions votre intervention sur le sujet de la fin de vie. En 15 minutes. 15 minutes pour mourir, c'est court. C'est court puisque la mort, contrairement à une idée reçue, est un phénomène qui peut s'étaler dans le temps. Marie-France Calu, ma collègue Marie-France Calu, dans un article extraordinaire, l'avait très bien résumé. Il y a les temps de la mort, il y a le mourant, qui est vivant encore, le moribond, qui va un peu moins bien, et puis il y a le gisant, le mort. Donc c'est un processus qui peut durer dans le temps, et c'est surtout quelque chose que l'on a appris dans notre inconscient probablement à lier au grand âge, mais qui n'est pas seulement lié au grand âge. Tous ceux qui ont travaillé, il y a probablement parmi nos auditeurs des gens qui travaillent en réa néonate, en oncologie pédiatrique, savent très bien que la mort peut frapper à tout âge, et que, comme le disait le grand poète suisse Frédéric Dard, le père de San Antonio, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Quand est-ce qu'on commence à mourir ? Certains diront à la naissance, d'autres diront à la conception, et donc ça commence très tôt. L'autre constat, c'est que les questions qui se posent aujourd'hui, elles sont en partie liées au progrès de la science et de la médecine. Un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui sur des situations de fin de vie, d'arrêt de traitement, de sédation ou d'actes euthanasiques sont liées à des progrès de la médecine, et on rallonge toujours plus la durée de vie sans penser à la durée de vie autonome, et on crée des situations qui autrefois disparaissaient dans la mort.
L'autre constat, c'est que la mort, qui était un temps de la vie, qui était socialisé, on naissait et on mourait en public. Je fais partie de ces générations un peu anciennes d'enfants de cœur qui ont accompagné des mourants et des morts dans les familles. On voyait des morts, assez rarement, mais on les voyait. Et pas des milliers sur Call of Duty tous les jours, mais on peut reload et on peut revivre et on n'était pas vraiment mort. Et notre rapport à la mort a changé. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, hein. Horace le disait déjà, crudelius est mori quem morem timere, n'est-ce pas Bruno Pi? Craindre la mort est pire que mourir. Didier Sicard l'écrit dans la Libiétique, je veux bien mourir, mais je ne veux pas avoir à mourir. Je veux bien mourir, moi l'infarctus massif, dans mon sommeil, ma foi, pourquoi? Je ne veux pas avoir à mourir et je délègue la mort à ceux qui sont finalement les nouveaux thanatopracteurs et que paradoxalement on appelle des soignants. Et la mort serait finalement le dernier acte de soin, le dernier droit d'être accompagné avec une question, est-ce le rôle du soignant? Et si oui, quel est le degré d'investissement possible dans la délégation de la mort aux professionnels. Alors bien entendu, comme en France, on règle toutes les questions par une loi, voire par plusieurs lois successives, eh bien la question n'échappe pas à la loi et il y a effectivement eu, on les a évoquées, la loi de 2005, la loi de 2016, pour parler des plus récentes, qui se sont succédées. Avec quand même, alors une constante entre 2016 et 2005, c'est la place de la volonté, de l'autonomie de la volonté du sujet, apte à exprimer sa volonté. On ne parle pas de son aptitude à consentir, hein, mais de l'aptitude à exprimer une volonté, ou de l'inaptitude à exprimer la volonté. Et là, la loi nouvelle, quand même, a considérablement évolué. Dans la loi de 2005, il était possible aux médecins de pratiquer un soulagement de la souffrance, même si cela pouvait avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie. Alors pas sa vie du médecin, hein, sa vie du patient. Effet secondaire, c'est-à-dire qu'on ne devait pas rechercher deux modifications. Sa vie devient la vie. On peut, par un traitement, abréger la vie. Symboliquement, l'adjectif possessif et l'article fini, c'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, on a fait sauter l'effet secondaire. On peut pratiquer un traitement, on va voir lequel, sédation, analgésie, qui peut avoir pour effet d'abréger la vie. C'est quoi abréger? Si je prends le dictionnaire de l'Académie française, hein, c'est rendre plus court. Le droit français autorise de rendre plus courte la vie et de pratiquer, pour rendre plus courte, une sédation profonde, continue, provoquant une altération de la conscience, maintenue, l'altération de la conscience, jusqu'au décès, associée à une analgésie, sédation, analgésie, et à l'arrêt de tous les traitements de maintien en vie. On abrège la vie, on accélère la mort. C'est quoi accélérer? C'est rendre plus rapide. Mais le tabou, donner la mort, demeure. Donc on peut accélérer la mort, abréger la vie, on ne peut pas tuer. On est sur le fil du rasoir, il est symbolique, parce que vivorum et mineribus, il faut penser aux vivants, ceux qui vont rester, qui ont pris éventuellement la décision, qui ont participé à la prise de décision, qui ont contribué à l'acte, eux, ils restent. Le mort, qu'on soit en pentobarbital sodique ou en analgésie sédation, le mort est mort. Les soignants, l'entourage, la famille, la compagne, les amis, les enfants, eux, ils sont toujours là et ils vont vivre avec ce fardeau-là. Donc il y a une symbolique dans ce truc. Alors bien entendu, ce ne sont pas des actes, des actes tout à fait anodins et il va y avoir une garantie procédurale autour. Première chose, c'est la volonté du patient qui prime. Et les deux premières hypothèses où il peut y avoir sédation, analgésie, c'est à la demande de la personne.
Et ça, très souvent, les professionnels ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas lu, ne l'ont pas appris. Non, c'est à la demande de la personne de ne pas subir une obstination déraisonnable. Une analgésie, sédation, arrêt de traitement peut être pratiquée, à condition que soient remplies certaines conditions, c'est-à-dire affection grave et incurable, pronostic vital engagé à court terme, souffrance réfractaire au traitement. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, qui est plus débattue, mais c'est la loi, à la demande du patient, de ne pas subir une obstination déraisonnable, demande du patient d'interrompre un traitement. Le patient interrompt un traitement et engage son pronostic vital à court terme. Ce n'est pas la maladie qui engage le pronostic vital à court terme, c'est l'arrêt de traitement qui est un droit du patient. Le patient arrête un traitement, dialyse par exemple, il engage son pronostic vital à court terme, cela pourrait entraîner des souffrances insupportables, pourrait, conditionnel, il a droit à sédation, analgésie. La dernière hypothèse, c'est dans le cas où le patient ne peut pas exprimer sa volonté, alors la décision ne va pas être prise par un autre, elle va malgré tout être prise par lui. Pardon ? Puisqu'il ne s'exprime plus. Oui, il peut avoir anticipé sa volonté. Il peut avoir anticipé sa volonté dans ce que l'on appelle des directives anticipées, un peu le chantier non ouvert, dénoncé par remarqué par le CCNE. Quand on regarde le taux de directives anticipées, effectivement, c'est dramatiquement bas. Mais je peux, et à titre personnel, j'ai anticipé ma volonté en espérant que ça s'impose au médecin comme le dit la loi et que le médecin, effectivement, sera conscient que ça s'impose à lui. Donc, première hypothèse, j'ai anticipé ma volonté, donc je peux exprimer ma volonté. Deuxième hypothèse, je ne l'ai pas anticipé, mais j'en ai parlé. Qui prend la décision ? La loi le dit très clairement, que ce soit en 2005 ou 2016, c'est le médecin en charge du patient qui prend la décision. Mais, pour éviter une décision dogmatique et isolée, on va l'accompagner. Comment ? D'abord par la recherche de la volonté de la personne auprès de la famille et de l'entourage. Priorité, personne de confiance, à défaut, famille ou proche. Et là, entre 2005 et 2016, on a eu un décalage dû à défaut. C'est l'enseignement d'une affaire assez célèbre de M. Vincent L. La famille, ça peut être parfois un peu intrusif, un peu conflictuel. Donc on a relégué la famille à un second plan, derrière la personne de confiance et à égalité avec l'entourage. Mais contrairement à la loi de 2005, on ne demande pas son avis à la famille, à la personne de confiance ou aux proches. On leur demande de témoigner de la volonté de la personne. Ils sont porte-parole. On ne demande pas leur avis. On leur demande s'ils connaissent ce que pensait sur cette question-là la personne qui ne peut plus s'exprimer. Ça, c'est le premier stade. Décision du médecin, vérification de la volonté de la personne auprès de témoins. Et puis, bien entendu, il y a une procédure collégiale, et je dis bien procédure, pas décision collégiale, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là. C'est une procédure collégiale. Alors, pourquoi il y a une procédure collégiale ? La loi le dit très clairement. Elle permet à l'équipe de soins de vérifier que les conditions d'application de la loi sont remplies. Celles que j'évoquais, affection grave et incurable, pronostic vital engagé à court terme, souffrance réfractaire. L'équipe de soins, par la procédure collégiale, va vérifier que les conditions légales sont remplies. C'est un contrôle de légalité par des soignants, ce qui est un petit peu étonnant, mais c'est là pour ça. On vérifie, avant de faire une sédation analgésie, que les conditions de la loi sont remplies. Finalement, c'est un peu du GBS, du gros bon sens. On ne fait quand même pas un arrêt de nutrition, hydratation, sédation, analgésie, sans avoir vérifié qu'on était tout à fait dans les clous du champ d'application de la loi. Cette procédure collégiale qui a cet objet-là, c'est concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, les membres présents de l'équipe de soins, ce qui en libéral peut poser question. Voilà un médecin généraliste dans un canton un petit peu reculé de Lozère, de Creuse ou d'ailleurs, en Ariège, avec une personne en fin de vie à domicile. C'est qui l'équipe de soins ? C'est le SIAD.
probablement, les membres du SIAD, les personnes aidantes. Oui, il y a une équipe de soins. Ce n'est pas une équipe de professionnels de santé, c'est une équipe de soins. Membres présents. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher le banc, l'arrière-banc, c'est ceux qui sont là, à ce moment-là, y compris le week-end, y compris la nuit du 14 au 15 août, il y a des membres présents de l'équipe de soins. Et le médecin va se concerter avec eux, vérification que les conditions de la loi sont remplies. Et ensuite, il y a l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant. Attention, c'est un avis motivé. Donc, ce n'est pas décision late sur le dossier limitation arrêt de traitement, avis conforme du médecin de l'unité mobile de soins palliatifs consulté. Ça, ce n'est pas un avis motivé. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de dossiers. Avis motivé, c'est-à-dire que la décision est inscrite avec ses motifs. Quels motifs? Ceux du médecin consulté, ceux de tous les membres présents de l'équipe de soins, mais aussi toutes les personnes dont on a cherché le témoignage. Et on va effectivement, à ce moment-là, opérer une parfaite traçabilité de la décision favorable ou défavorable à un arrêt de traitement. Et la traçabilité, c'est, en la matière, on le comprendra, absolument essentiel. On complète, bien entendu, tout cela avec de l'information, pré, per, post. Avant de déclencher la procédure collégiale, j'informe la personne de confiance, la famille, les proches que j'envisage. Pendant, je les consulte pour connaître la volonté de la personne. Et après, je les informe de la décision que j'ai prise après procédure collégiale et des motifs de cette décision. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel l'a dit, le droit au recours effectif est un droit fondamental du patient et que cette décision, bien, elle doit pouvoir être contestée par ceux qui sont là pour le protéger, personnes de confiance, famille proche, pour éviter effectivement une décision doctrinaire et dogmatique de la part d'un professionnel isolé. C'est une loi de bon sens. Faut-il aller plus loin ? Plusieurs propositions de loi le proposent, notamment 2 propositions de loi sur l'aide active à mourir. Je n'ai pas de remarque particulière à faire, si ce n'est que très très curieusement, ces 2 propositions de loi, une devant l'Assemblée nationale, l'autre devant le Sénat, disent l'aide active à mourir donc, est possible pour toute personne capable. Et on se réfère, pour savoir si la personne est capable de demander l'aide active à mourir, aux articles du Code civil sur la capacité à contracter. Et je crois que c'est, je le disais ce matin, un leurre que de penser que le consentement à l'acte de soin, y compris cet acte final-là, relève du droit des contrats et que le consentement serait lié à la capacité à consentir. Quand je demande du pentobarbital sodique ou du chlorure de potassium, j'achète pas une baguette de pain. Il me semble que l'acte engage un petit peu plus et qu'il faut réfléchir à la nature réelle du consentement en la matière et que pour le juriste de droit des affaires et de droit des contrats que je suis à l'origine, eh bien je crois qu'il n'y a rien de contractuel là-dedans et qu'il faut arrêter de se leurrer avec cette image de la capacité. Merci infiniment, professeur. Alors, désolé, nous avions des questions et je voulais revenir aussi vers l'ensemble des intervenants, mais nous avons dépassé notre temps de parole. Donc, je vous remercie. Je remercie les 4 intervenants à cette table ronde. Nous allons faire une micro-pause de temps d'installer la table ronde suivante qui va commencer d'ici 6-7 minutes. Merci à tout le monde. Et donc, la prochaine table ronde, c'est le bilan et l'application de la loi au sein des établissements de santé. Je remercie tout le monde. Au revoir. Merci à vous.